Bonjour tout le monde, bienvenue sur Espoir et Dignité TV pour cette rencontre exceptionnelle depuis Gaza jusqu'à Téhéran, en passant par Damas et Beyrouth, le Moyen-Orient et en pleine récomposition. Guerre, effondrement, alliance, mouvement, intervention étrangère. Entre la résistance populaire et les calculs géopolitiques, une nouvelle carte de la région semble se dessiner. Pour en débattre de voix que vous connaissez bien, notre ami François Martin, analyste géopolitique, spécialiste des rapports de forces internationaux, notre cher ami, le rapporteur et journaliste indépendant Sylvain Mercadier, grand reporter, témoin direct des réalités du terrain au Moyen-Orient, au Liban, en Syrie et en Irak. François et Sylvain, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, cher ami. Merci, c'est un plaisir. Merci beaucoup. J'aimerais bien commencer avec toi, François, depuis Gaza jusqu'à Damas. On assiste à une récomposition des alliances. Quelles sont, selon toi, les grands axes de ce nouveau Moyen-Orient, comme les blocs Iran, Hezbollah, Syrie d'un côté et Israël, les États-Unis de l'autre, redéfinissent-ils leur stratégie? Alors, pour moi, il y a quand même un signe qui chapeaute tout ça. C'est, je dirais, la personnalité de Netanyahou qui est pour moi un Madoff politique. C'est-à-dire quelqu'un qui rate tout ce qu'il fait, et chaque fois qu'il rate une affaire, il a construit une plus grosse pour essayer de noyer la perte dans une autre affaire qui est aussi une perte. Et si on regarde tout ce qu'il a fait, aussi bien à Gaza que ce qu'il a fait avec le Hezbollah, que ce qu'il essaye de faire avec ce qu'il a fait avec la Syrie, ce qu'il fait avec le Yémen et ce qu'il fait avec l'Iran, il y a que les échecs en fait. Et je dirais que c'est de ça et autour, à mon avis, du changement progressif du regard américain sur leur allié, c'est ça qui est le principe de la recomposition des choses. Si je devais un peu résumer, je dirais des choses comme ça. Voilà. Donc, Sylvain, tu reviens souvent du terrain, notamment de Syrie, Liban, l'Irak. Que ressentent les populations face à ces bouleversements entre la guerre, les sanctions et la peur, mais aussi la dignité et la résistance? Comment vit-on ce changement d'époque des acteurs aussi? Ouais, c'est une question très large, mais disons que les visions en fait de cette reconfiguration, elles vont varier selon quelle orientation politique ou même quelle identité chaque groupe a. Par exemple, on a toute une partie de ces populations qui sont plutôt proches des idéaux de la résistance contre Israël, et d'autres qui peuvent être, par exemple, portés sur des idées islamistes. On a des anciens nationalistes arabes, laïcs, etc. Donc tous ces mouvements-là, en fait, toutes ces idéologies-là ont leur façon, en fait, d'influencer l'opinion publique dans ces pays qui est, on peut le dire, quand même fracturée. Mais 2 ans qu'on a ce génocide en cours à Gaza, on voit bien que les cataclysmes en fait qui se sont répercutés à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, puis en Syrie, ensuite en Iran, toutes ces choses-là en fait amènent énormément de confusion. Donc notre ami François, il voit qu'on a une succession d'échecs. Moi, je dirais plus que Israël gagne des batailles, mais ne peut pas gagner la guerre au sens où c'est une guerre coloniale. Une guerre coloniale, ça ne se gagne pas, ça ne s'est jamais gagné dans l'histoire. Une guerre coloniale, on finit toujours à un moment par se faire rattraper par la volonté des peuples, en fait, de s'émanciper, quoi. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce sentiment d'échec, de perte de confiance dans l'avenir, de perte de confiance dans ces nouveaux acteurs, hein? Parce qu'on voit le discours, par exemple, un discours nostalgique en Irak,
de l'époque de Saddam Hussein face, soi-disant, à l'accusation de la montée de la corruption, l'échec gouvernemental dans la gestion des affaires de l'État, aussi l'avenir en Syrie, l'avenir, la situation au Liban. Aussi, il n'y a pas la valorisation nostalgique des anciens régimes et l'absence de confiance dans l'époque actuelle et les acteurs actuels. Tout à fait, hein, tout à fait. Là, c'est sûr que la nostalgie, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve à tous les étages de la société, dans toutes les régions. Nostalgie de Saddam pour ceux qui n'ont pas connu les crimes de ce dictateur. Nostalgie d'autres acteurs avant lui, comme Abdelkarim Qassem en Irak, qui était un président communiste qui a dirigé le pays avant de se faire renverser lui-même. Nostalgie de d'autres acteurs. On peut penser à Fouad Chehab au Liban, qui a été un chef d'État hors norme, qui a vraiment structuré l'État libanais, etc., etc. On en passe. Et oui, et aujourd'hui, tous ces pays-là, en fait, se sont affaiblis. Il y a le spectre un peu de l'État failli, un peu à la somalienne, à la libyenne, qui les menace. Mais ces États, ils chancellent, mais ils arrivent à se maintenir. Et c'est un peu tout le paradoxe, voilà, du Liban qui prend tous ses coups sur la figure, mais qui arrive à se maintenir malgré la corruption à tous les étages de sa classe politique, qui arrive à se maintenir malgré des soulèvements en 2019 qui ont essayé de faire un peu le ménage. Et idem en Irak, où on a vu, en fait, on a fait tomber un gouvernement, mais on n'a pas réussi à renverser la classe politique corrompue qui gère ce pays, quoi. Voilà. Oui. François Martin, la situation de la Syrie interpelle beaucoup de questions concernant la personnalité de Ahmed Shara, déroulement des événements en Syrie, la chute annoncée du régime Assad. Est-ce que c'est une réalité ou une instrumentalisation médiatique? Ces risques de division ethnique tribale en Syrie, l'absence de la capacité de protection de l'intégrité territoriale face à l'agressivité quotidienne d'Israël, comment tu vois la situation en Syrie? Quelle est ton explication de l'actualité syrienne? Alors, d'abord, moi, il y a une chose qui m'a totalement frappé, c'est, je dirais, l'intelligence politique de ce nouveau dirigeant, quoi. Quoi qu'on en dise et quoi qu'on connaisse de son passé. Intelligence ou pragmatisme? Ah bah les deux, forcément. Enfin, un type qui arrive comme ça dans les valises des Américains, des Israéliens et des Turcs, il s'arrange pour faire lever les sanctions, se faire bien voir par Ben Salman, par Trump. Il rencontre le président français. Il arrive à maintenir, pour tenter qu'on sache effectivement la réalité. Moi, je suis très intéressé de savoir ce qui se passe effectivement sur le terrain, mais on n'a pas l'impression que le pays soit vraiment complètement à feu et à sang aujourd'hui. Et par rapport à ce que moi je craignais quand j'ai vu sauter le régime de Bachar, que tout le monde connaissait, je me suis dit, bon, ben, ça va être, de toute façon, l'objectif des Israéliens, c'est de pousser pour que ça soit la guerre civile permanente entre les clans, et c'est pas le cas. Donc, je trouve qu'il se débrouille pas mal. Alors, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, juste avant l'interview, il est obligé d'être excessivement prudent parce qu'il est au milieu de tous ces gros sponsors. S'il se met trop dans les pattes des Américains, il peut se fâcher avec les Russes ou avec les Turcs. Donc, il essaie de se maintenir comme ça. Il essaie de cacher des faiblesses, comme tu disais aussi, qui sont certainement très fortes. Donc, je dirais que pour la Syrie, pour vraiment juger des choses, je pense qu'il faut laisser du temps au temps. Il faut attendre quelques années. Je pense que ce qu'ils cherchent aussi, la levée des sanctions, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que va vouloir l'Arabie Saoudite aussi, parce que Trump a fait ça pour faire un cadeau à Ben Salman. Donc, les Saoudiens vont vouloir là-dedans
avoir des marchés de reconstruction et ils vont aussi vouloir avoir une influence politique. Donc, c'est pas évident à gérer. Hein. Moi, je me mets à la place de ce dirigeant et je me dis, il faut en même temps qu'il ait, je dirais, les chines assez souples et puis les chines très fermes. Donc, mais je m'attendais à bien pire que ça. Et rien que le fait d'en être arrivé là, pour moi, c'est un échec total par rapport à la stratégie d'Israël. Déjà, c'est un échec. Puisque l'objectif d'Israël, c'était de tronçonner tout ça, pour que tout le monde se batte. Or, c'est pas le cas. Mais c'est le terrain, Israël, il est en train de tirer profit, hein. Grignotage territorial, division, il a pu éloigner l'Iran de la scène syrienne, il a pu affaiblir l'axe de résistance, mais logiquement, Israël, c'est la gagnante. Non, je pense pas. C'est la gagnante. Pour moi, je pense que c'est très exagéré de dire ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense pas non plus du tout que c'est l'intérêt du dirigeant syrien de se fâcher véritablement avec l'Iran, ne serait-ce que parce qu'il sait qu'il a le Hezbollah à ses portes. Il n'a pas intérêt à se mettre non plus dans les pattes d'Israël. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé, comment ils l'ont bombardé tout de suite. Donc, moi, j'ai pensé depuis le début que quand il a pris le pouvoir, l'un des premiers signaux qu'il a certainement envoyé, c'est vis-à-vis de l'Iran, en disant on peut pas parler tout de suite, mais vous inquiétez pas, on le fera plus tard à un moment donné. Mais il est parce qu'il faut pas oublier non plus que les Turcs, qui sont ses sponsors, ont un accord commercial avec l'Iran, je crois, de 35 milliards de dollars par an. Donc c'est un énorme accord commercial. Des dettes, sous forme des dettes, oui. C'est un énorme accord. Donc, on dit je trouve qu'on a un peu tendance à faire trop des raisonnements de dichotomie. Là, ça, c'est des ennemis, ça, c'est des amis. C'est plus compliqué que ça. Hein. Et la position de la Turquie est beaucoup plus compliquée aussi que ça. Hein. Sylvain, la personne de Ahmed Shara interpelle. Beaucoup d'interrogations. D'abord, la montée de cette personne, sa capacité aussi de monopoler la direction des forces révolutionnaires, soi-disant, les opposants sont oubliés aussi sa méthode. Hein, sa méthode, lorsqu'il a dirigé la région autonome, une région autonome pendant 2 ans, il a pu éliminer des opposants, il a pu unifier l'Iran de l'opposition militaire islamiste, non démocratique, non progressiste contre Bachar el-Assad, l'arrivée au pouvoir, sa capacité de jouer avec tout le monde, de négocier, de parler avec tout le monde, sidérant de voir tout le monde, de convaincre aussi tous les adversaires, tous les partenaires, etc. Ahmed Shara, beaucoup de scénarios, beaucoup de récits parlent que c'est un agent de CIA, c'est un agent qui a été entraîné par les services de renseignement britanniques, parrainé par le leadership britannique de soi-disant amélioration de gouvernance de Moyen-Orient dirigée par Tony Blair. C'est qui ce Ahmed Shara? C'est difficile de répondre en quelques minutes, mais c'est l'anti-Bachar peut-être d'une certaine façon. C'est sûr que c'est le renouveau, quoi. Voilà, c'est quelqu'un de pragmatique, d'opportuniste qui s'est construit dans la mouvance d'Al-Qaïda en Irak et qui est ensuite venu ouvrir la franchise syrienne dans son pays où il avait ses réseaux, il a pu bénéficier de son expérience. Le parcours, il est un peu bizarre. Hein. Et il est particulier, bien sûr. C'est aussi quelqu'un qui est issu d'une grande famille originaire d'ailleurs du Golan, hein, du Golan occupé. Son père qui avait des hautes responsabilités, famille de commerçants très respectés. Donc, il sort pas de nulle part. Et sa femme, d'ailleurs, aussi, c'est quelqu'un qui vient d'une famille qui a beaucoup de réseaux et qui a une histoire proche du pouvoir. Voilà.
Donc, il a su en fait capitaliser à la fois sur son pédigré, sur son expérience avec l'organisation Al-Qaïda, et ensuite, il a réussi à créer son fief à Idlib en écrasant les oppositions, mais en même temps, en sachant négocier avec les notables locaux, en laissant une partie d'autonomie pour certains acteurs, pour se donner des gages auprès des puissances régionales étrangères, et aussi parce que, comme ça, on règle les conflits. Voilà, c'est là où on voit son pragmatisme et son opportunisme. Ensuite, contrôler Idlib, c'est une chose, contrôler un pays comme la Syrie, c'en est une autre. Voilà. Et à partir de là, la question des négociations, des tractations, elle prend le pas sur la force brute. Et la force brute, il a été obligé d'utiliser que 2 fois, quand il y a eu les attaques des rebelles alaouites dans la montagne en mars, et lorsque les incidents ont éclaté à Soueïda avec les Druzes. Ouais. Donc, c'est pas du tout le même cas de figure, au sens où les rebelles alaouites ont véritablement fait des attaques très violentes sur les forces du gouvernement de transition, alors que les incidents de Soueïda ont été provoqués justement en fait pour créer un événement de bascule et pour permettre en fait une forme de soumission des autonomistes druzes dans le sud du pays. Est-ce que c'est le cas, cette soumission aujourd'hui? Oui, bien sûr, on peut le dire. Avant que les Druzes soient soumis, moi je connais pas les Druzes comme non, ça mais me paraît pas être le genre de personnes qui sont soumis très facilement. De facto, en fait, militairement, ils ont été écrasés. Je veux dire, on peut vouloir être le plus brave, le plus fort, le plus courageux. À un moment, il y a la force militaire qui fait que soit on a le dessus, soit on se fait soumettre. Et malgré l'intervention d'Israël, on a pu constater quand même que les forces du gouvernement, avec leurs alliés des tribus bédouines locales, ont pu prendre le dessus et ont pu imposer en fait un agenda qui soit favorable au gouvernement de transition, donc le gouvernement de Damas. Donc c'était une opération politique réussie pour… Non, à mon avis, elle n'est pas réussie au sens où ça a amené à des massacres comme on les a vus. Et en fait, c'est très mauvais pour l'image du gouvernement. Voilà. Donc, ça fait qu'aussi, il y a eu un peu une levée de bouclier par rapport aux puissances régionales, notamment américains, qui se sont dit peut-être qu'on ne devrait pas inciter les Kurdes à lâcher autant de leur autonomie face à un gouvernement qui est capable de faire cela. Donc, les négociations sont… Est-ce que les événements contre les minorités alaouites, les minorités druzes, n'ont pas venu pour confirmer l'incapacité de cette personne de gérer la Russie et aussi la destruction de la notion de l'État, parce qu'on a vu des milices de l'État islamique qui agissent, ce n'est pas des policiers, des soldats d'un régime. On a vu, hein. On peut pas tirer cette conclusion du fait de violence. On va pas minimiser les violences. Hein. Les violences, elles ont eu lieu. Il y a eu des centaines de morts. On a dépassé d'ailleurs plus de 1000 morts dans chacun des 2 incidents. Ça n'empêche pas que il y a de véritables efforts pour restructurer l'État en Syrie. Voilà. Ça se fait d'une manière qui est critiquable, que l'on peut critiquer, mais les efforts, ils sont là. Voilà, il y a un gouvernement de transition, il y a des gens qui sont nommés, on est en train de restructurer les départements, les ministères, de redonner des responsabilités, d'allouer des fonds pour reconstruire, pour ci, pour ça. Ça se fait dans un pays qui a subi 15 ans de guerre, donc, et avec des gens qui prennent des responsabilités énormes du jour au lendemain. Donc, il y a des problèmes de compétences aussi qui ont été qui sont en phase d'être gérés, ça prend du temps. Et une des erreurs d'ailleurs du régime, ça a été de virer tous les fonctionnaires alaouites notamment, qui avaient une expertise, une expérience dans une ribambelle de domaines très importants, que ce soit économique, énergétique, infrastructurel, à tous les niveaux. Donc ça, c'est de la vengeance, voilà.
J'ai vu ça, moi, dans la Révolution polonaise. Voilà. Et Solidarność, en fait, se retrouvait dans les ministères avec un communiste en face, parce que c'était les seuls qui savaient faire fonctionner l'État. Donc, ils étaient obligés je dirais, de se taper leur ennemi en face d'eux, parce que il n'y avait pas d'autre façon. Mais soit on est technocrate, soit on est des idéologues, et à partir de là, on fait quelque chose qui tient pas la route. Mais si on veut être technocrate, il faut être en mesure de travailler avec le plus compétent pour gérer des questions non pas politiques, mais purement techniques. Voilà. François Martin, est-ce que la Syrie affaiblit, c'est pas un parmi les objectifs de Netanyahou, la Syrie affaiblit, son absence, son présence iranienne, son instrumentalisation de l'axe de résistance qui a utilisé pendant des années la Syrie comme le clé de voûte pour le clé de voûte opérationnel et tout. C'est parmi les objectifs de Netanyahou. Est-ce qu'on est dans un affaiblissement de la Syrie aujourd'hui? Je suis pas sûr. Bachar était déjà extrêmement affaibli, on peut le dire d'une certaine façon. Mais actuellement, c'est plus grave. Lorsqu'on voit que Israël, par exemple, occupe des terres syriennes, il occupe aussi des positions stratégiques. Jabal Sheikh, où il y a les portes pour une domination de renseignement, pour aussi une domination néphratique, hydraulique et tout. Je suis pas certain de ça, moi. Ce que décrit Sylvain pour moi, c'est plutôt un chef d'État qui a repris, ou un chef politique qui est en train d'essayer d'asseoir son pouvoir. C'est ça qu'on a vu. Et c'est ça qu'on voit. Bon, si effectivement il assoit son pouvoir, à mon avis, surtout si les sanctions sont levées, parce qu'on oublie ça, et qu'il a derrière lui l'Arabie Saoudite, les États-Unis, la Turquie, l'Europe, etc., il sera beaucoup plus solide que Bachar. Donc, je crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui que Netanyahou a réussi son coup. Je pense pas, justement. Mais Netanyahou aurait réussi son coup si on avait eu un légume à la tête de cet État où les Kurdes, les Druzes, les Alaouites, tout le monde se serait battu. Et c'est pas du tout le cas. Donc, je pense que c'est pour ça que je dis que Netanyahou est un Madoff. Et il a, à mon avis, même s'il a gratté un peu de terrain, et qu'est-ce qu'il a gratté la partie du Golan qui était, je dirais, qui était la partie de No Man's Land. Donc, bon, mais je pense pas qu'à terme, et je vois pas que les Américains lui permettront non plus d'avancer véritablement beaucoup en Syrie. Je pense pas. Donc, je pense pas qu'il a réussi son coup. C'est pas ce que je vois aujourd'hui. Malgré la destruction même des capacités logistiques et militaires de l'armée syrienne et tout. Ça, c'est clair. Oui. Oui, ça, c'est clair. Mais bon, il y a l'armée turque à la place. Hein. Faut pas oublier ça. Hein. Avec des limitations aussi opérationnelles. Bon, donc, comme je dis, vraiment pour juger de la Syrie, pour moi, il faut laisser un peu du temps au temps. Mais je suis encore une fois étonné. Je m'attendais à bien pire quand j'ai vu arriver ce Chara. Je m'attendais à bien pire que ça. Et je suis assez bluffé pour tout dire. C'est une crapule immonde, mais enfin, combien il y a de crapules sur la terre qui réussissent bien avec leur pays? Il y en a quand même un certain nombre. Donc, le but n'est pas en politique, malheureusement, d'être quelqu'un de propre ni quelqu'un de bien, mais de quelqu'un qui a du talent. Bon, il en a, c'est évident, il en a, c'est évident. Mais c'est sûr, tu as raison que l'objectif d'Israël, ça a toujours été de diviser pour mieux régner. Ça a été le cas pendant la guerre civile au Liban. Parce que là, merci, c'est vrai parce que tu viens de me faciliter la tâche. La question suivante pour toi, l'éventualité de la division ethnique territoriale aujourd'hui pour la Syrie. Comment tu juges cette éventualité? Est-ce que l'accord avec Qasd
avec les fractions kurdes, ça va suffire à normaliser les relations entre Ahmed Shara et les Kurdes. Est-ce que il y a ce risque de l'autonomie de Druze appuyée par Israël? Est-ce qu'il y a aussi ce risque de soulèvement des Alaouites appuyés par l'Iran? Comment tu vois le risque concernant l'intégrité territoriale, l'unité de la Syrie aujourd'hui? S'il y avait eu l'opportunité de créer en fait une division, une partition de la Syrie, ça aurait été au moment où il y avait les combats, que ce soit à Souaïda chez les Druzes ou alors sur la côte alaouite en mars. Or, on a vu qu'il n'en a rien été. Il y a eu des combats, il y a eu des violences extrêmes, et puis elles se sont atténuées et on est revenu en fait à une sorte de statu quo avec le gouvernement de transition qui continue à administrer ces zones avec plus ou moins de contrôle du territoire, mais les choses sont entrées dans l'ordre. Donc non, ça n'arrivera pas. Concernant par rapport à ça, est-ce que l'appauvrissement des gens continue ou est-ce qu'il y a un effet de la levée des sanctions qui profite? Qu'est-ce que disent les populations sur leur vie quotidienne? Les populations parlent de… Moi, je parle tous les jours avec des Syriens, surtout maintenant que je prépare mon prochain voyage imminent. Non, la situation n'est pas forcément meilleure. Il faut du temps. Il faut du temps pour que les capitaux arrivent, que les choses se mettent en place. La reconstruction. Voilà. Et à côté de ça, il y a en plus de ça des problèmes de pénurie d'eau chronique dans le pays. Une sécheresse terrible qui a frappé le pays cet été. Donc, mais pour venir à la question de la partition, les trois vraiment pôles de menaces sur l'unité territoriale que sont les Alaouites, les Druzes et les Kurdes. On a vu que les Alaouites, en gros, ont été plus ou moins bousculés en mars. Ça n'a pas amené en fait au massacre généralisé qu'on prétendait qu'il allait avoir lieu avec une saignée. Chez les Druzes, il y a un chef local qui est d'ailleurs connu pour ses liens anciens avec le régime de Bachar, ses trafics de drogue, etc., et qui s'est accoquiné avec les Israéliens parce que c'était une manière de se démarquer des autres notables locaux et qui capitalise là-dessus auprès d'une jeunesse druze en fait qui est en perte de repères. Mais les Druzes étaient les premiers à manifester pour la Palestine quelques mois plus tôt. Donc, il faut vraiment faire attention. Hein. Quand on parle de minorités, les minorités, elles réfléchissent par rapport à leur survie et pas seulement par rapport à leurs idéaux, à leurs principes. Voilà. Aujourd'hui, il y a une appréhension en fait de ce que les nouveaux hommes forts de Damas peuvent provoquer pour ces communautés-là. Donc, un réflexe classique, c'est d'aller voir qui peut nous soutenir en cas de coup dur. Pour les Kurdes, aujourd'hui, il y a les Turcs qui rentrent dans l'équation, qui sont très proches de Damas et qui mettent énormément de pression pour, en fait, neutraliser toute forme d'autonomie kurde et aussi surtout leur autonomie militaire. Voilà. Et là, on est au cœur, en fait, des enjeux, des négociations actuelles qui traînent, qui prennent plus de temps que prévu, qui auraient dû être terminées il y a longtemps. Mais il faut garder espoir. Moi, je suis incapable de vous dire si on part dans la bonne direction ou pas. Quelqu'un peut renverser la table du jour au lendemain, que ce soit Ankara, que ce soit Damas, que ce soit les Américains, et ça peut partir dans une direction comme une autre. On a vu, l'annonce est toute fraîche, que le PKK se retirait de Turquie et emmenait tous leurs combattants de Turquie, qu'ils allaient venir s'installer dans les montagnes d'Irak. C'est un geste, un nouveau geste après l'annonce de la démilitarisation de juillet dernier, après l'appel de Abdallah Öcalan. Donc, on va vers une désescalade entre les Kurdes et la Turquie. En tout cas, du point de vue des Kurdes. Est-ce que Ankara et Erdogan vont suivre et prendre la main qu'on leur tend? On ne sait pas. C'est pas trop dans la tradition de l'AKP
des frères musulmans, ou en tout cas du mouvement de Erdogan, de prendre la main qu'on lui tend, en tout cas depuis quelques années. On est plutôt dans la confrontation, le rapport de force. Mais peut-être qu'on est aussi à un mouvement, à un changement d'air, hein, pas peut-être d'ailleurs, c'est sûr, mais est-ce que ça va être les conséquences pour la Turquie? C'est trop dur de savoir aujourd'hui. C'est quand même lui le principal bénéficiaire de cette nouvelle situation, non? Clairement, c'est un énorme coup d'éclat pour la Turquie, bien sûr. C'est la fin d'une énorme caillou dans la chaussure de la Turquie, et ce régime à leur porte qui leur tient tête, qui fait qu'il y a tous ces millions de réfugiés chez eux, et voilà. Donc là, c'est une aubaine pour eux. Et ça les met aussi sur un front commun avec Israël. Et là, les tensions entre la Turquie et Israël ont cessé d'augmenter depuis. Oui, depuis 6 mois, bien sûr, bien sûr. Pourtant, Israël vient de dire qu'il voulait rien savoir des Turcs, des Turcs dans comment ça s'appelle, dans les soldats de la paix pour Gaza. Ouais, bah c'est un signe justement. Mais quand on voit les camions qui sont en train les pelleteuses qui sont en train d'essayer de nettoyer les rues, les routes, les rues, etc. Alors elles ont un drapeau palestinien à gauche et un drapeau turc à droite, c'est que des Turcs. Et en même temps, Israël dit on veut pas les Turcs, mais sur place, ceux qui a le plus, c'est les Turcs. Ouais. Sauf que c'est pas des soldats, c'est des. Enfin, c'est comme. Et François, plusieurs observateurs confirment qu'un accord commun entre tous ces intervenants, soit les Saoudiens, soit les Turcs, soit les Américains, soit les Israéliens, c'est d'instrumentaliser Ahmed Shara pour une confrontation militaire avec Hezbollah. On a vu même des rapports qui évoquent l'envoi des centaines, des anciens, des vétérans de l'État islamique vers les frontières avec le Liban pour une prochaine confrontation avec Hezbollah. Alors moi, je crois pas trop à ça. D'abord parce que dans l'esprit de ce qu'on vient de dire de ce nouveau chef d'État, je pense qu'il est beaucoup trop malin pour aller se confronter directement avec le Hezbollah. Et d'autre part, la stratégie que l'on voit se dessiner avec le Hezbollah, on sait très bien qu'après la guerre de 2006, une des choses qu'on avait reproché au Hezbollah, c'est le fait que il avait été la cause du fait que Israël avait tapé sur les autres populations pour essayer de monter les populations contre le Hezbollah à l'époque. Et le Hezbollah, donc, cette fois-ci, je pense, a été beaucoup plus prudent. On voit que la stratégie d'Israël, qui consiste à taper sur le sud Liban, c'est en train de se retourner contre lui, en tout cas à l'ONU. Et pendant ce temps, le Hezbollah reconstruit les tunnels, reconstruit par-dessous, pense ses blessures, je dirais. Il n'a pas perdu sa capacité de combat parce que ça, c'est terrain. Mais par contre, il est clair que sa capacité politique a été en partie abîmée et qu'il faut un peu de temps pour reconstruire les liens. Donc, je pense qu'ils ont une stratégie très prudente, qui est d'ailleurs celle qui a été toujours celle de son fondateur, et qu'aujourd'hui, le Hezbollah va pas chercher la confrontation avec la Syrie non plus. Je vois pas pourquoi. Je vois pas qu'est-ce qu'ils auraient à gagner l'un ou l'autre à se foutre dessus. Non, et puis tu parles, si tu veux, Sylvain Mercadi, lorsque Ahmed Shara confirme en public que nous et les Israéliens, on a un ennemi commun. Un ennemi commun, ça a été l'indication pour les Iraniens et les proxys des Iraniens dans la région, ça veut dire Hezbollah. Est-ce que ce n'est pas une conformation de l'orientation idéologique
et la prochaine orientation même militaire de Ahmed Shara. Mais en même temps, je te coupe une seconde, là, quand ils ont conquis leur pays, à peine ils sont arrivés à Damas, ils ont dit, bon, la prochaine étape, c'est Jérusalem. Donc, fondamentalement, c'est quand même même s'ils sont alliés momentanément aux Israéliens, c'est plus des anti-israéliens que des anti-iraniens. Hein. Alors, enfin, je sais pas. Hein. Moi, déjà, j'ai pas du tout entendu cette citation de Ahmed Shara. Connaissant le bonhomme, il est beaucoup plus malin que ça pour dire ça. C'est quelque chose qui pourrait lui aliéner ses propres bases. Donc, à mon avis, c'est plus quelque chose qui a été détourné, des propos qu'il tenir par rapport à l'Iran et qu'on a ensuite dit qu'il disait ça en disant qu'il s'alliait avec Israël dans cette optique-là. Bon, ce qui est sûr, bon, déjà, quand le régime de Bachar est tombé, la seule ambassade qui a été saccagée, c'est celle de l'Iran. Hein, il n'y en a pas d'autre. S'il y avait une ambassade israélienne, elle aurait été saccagée aussi, je n'en doute pas. Il y a deux nationalités qui sont interdites d'entrer actuellement en Syrie, c'est l'Iran et Israël. Voilà. Donc, de dire que Israël est un allié tactique aujourd'hui de la Syrie, pour moi, c'est encore une fois extrêmement exagéré. Oui, depuis le bombardement en plus. Mais bien sûr, il n'y a pas d'État qui a plus sapé en fait les efforts de reconstruction et qui a plus détruit les infrastructures militaires ministérielles parce qu'ils ont détruit le ministère de l'Intérieur en juin dernier et toutes les infrastructures du pays qu'Israël. Donc on peut pas parler. En fait, Israël ne sait pas exactement à quoi s'en tenir avec Ahmed Shara. Donc, ils ont détruit tout le militaire pour se dire, voilà, maintenant qu'on a tout mis par terre, on peut négocier. C'est la logique israélienne. Ahmed Shara, lui, il veut en fait neutraliser la menace israélienne. Et c'est là qu'en fait, il rentre dans des négociations avec l'intermédiaire des Américains pour trouver une solution, comme on avait une Bachar el-Assad et avant lui Hafez el-Assad, sur la frontière commune du Golan. Voilà, c'est la seule raison. Ahmed Shara ne veut pas servir de proxy, comme tu dis, pour les Américains ou les Israéliens pour aller faire la guerre au Hezbollah. Il est dans une logique actuellement de consolidation de ses acquis, de restructuration de Syriens. Oui, il aura construit quelque chose derrière, on ne peut pas dire, mais il n'y a pas de complot américano-israélo-damascène pour anéantir ce qui reste de l'axe Téhéran-Hezbollah aujourd'hui, quoi. Et puis, il y a une autre chose que tu rentres pas en ligne de compte, c'est ce qui est en train à Delgeli, c'est ce qui est en train de se passer à Gaza. On voit quand même, pour moi, et on va en parler après, je pense, un affaiblissement assez fort et assez rapide d'Israël. Donc, les perspectives de croissance, c'est quand ça va bien, mais aujourd'hui, ça va pas bien pour Netanyahou. Hein. Donc, il va pas faire une politique de développement et de croissance, à mon avis, politique et militaire, si il est assis sur un nid de guêpe et qu'il est en train de perdre sa négociation avec Trump par rapport à l'avenir de Gaza. Hein. Donc, ça aussi, il faut le voir. Tous ceux qui sont autour, le fouteur de merde, je vais dire, dans la région, c'est quand même Israël, quoi qu'on en dise. Clairement. Donc, si Israël est en train d'être affaibli, il y a deux fouteurs de merde. Il y a Israël et il y a Trump. Hein. Il y a les deux. Il faut dire ce qui est. Et donc, si Israël aujourd'hui est sur le reculoir et si Trump est en train d'essayer de prendre le dessus d'une façon qui est compliquée parce que il essaye de faire entrer tout le monde, etc. Tout ça, ça va aussi jouer sur les attentes des autres pays qui sont autour par rapport à Israël. Si ça change la totalité de la configuration de la région, si Israël est en train si on sent que le régime de Netanyahou est sur la sellette, et j'ai l'impression qu'il est sur la sellette. Enfin, on en a déjà parlé, mais il y a quand même eu 600
militaires de haut rang et du renseignement qui ont écrit une lettre en disant Bibi, tu fais fausse route. Imagine qu'en France, il y a eu 600 militaires de haut rang, anciens patrons du renseignement, etc., qui disent Macron, tu fais fausse route. Ça serait un séisme. Ça serait un séisme total. Et là, on en a à peine parlé. Mais pour moi, cette lettre, elle est absolument fondamentale. Ça veut dire qu'il y a un véritable divorce entre les forces de sécurité, Tsahal, etc., renseignement, et puis le pouvoir politique de l'autre. Donc, pour moi, le jour où cette lettre est sortie, Netanyahou, il a pris un grand coup et il essaye de se sortir de là et bon, s'accroche parce qu'il a les doigts bien crochus et puis que ça fait 25 ans qu'il est là, mais il est pas bien parti hein, en ce moment. Donc ça joue forcément sur la façon dont les Syriens le voient, les Égyptiens le voient et les Américains aussi. Hein? Sylvain, est-ce que vous pensez que la perte de la Syrie et après ces frappes menées par les États-Unis et Israël, ils ont participé à l'affaiblissement de l'Iran comme un acteur principal dans la région? Oui, moi je pense que clairement il y avait un axe direct entre Téhéran et le Hezbollah qui a été rompu à la chute du régime de Bachar. Dernièrement, on a eu en début d'été cette guerre assez comment dire, originale, on va dire, entre l'Iran et Israël avec des tirs de missiles balistiques d'un côté, des opérations aéroportées extrêmement complexes de l'autre pour saboter les installations nucléaires et décapiter une partie du commandement de l'armée iranienne, qui a fait mine de rien assez mal. Pour avoir parlé à quelques chercheurs experts de l'Iran, ils me disent qu'aujourd'hui il y a clairement au sein en fait des gardiens de la révolution un sentiment de faiblesse, donc une reconfiguration un peu de l'appareil politico-militaire en Syrie, qui lâche beaucoup de lest par rapport à la pression qu'il pouvait exercer sur la population, notamment dans les villes. On l'a vu en Syrie ou en Iran. Donc le port du voile n'est plus obligatoire dans les villes. Il est toujours mis en place dans les campagnes qui sont plus conservatrices. Et il y a de plus en plus de changements comme ça, de concessions qui sont faites pour les franges les plus progressistes de la société, parce que le régime ne veut plus se retrouver avec un mouvement Jinjian Azadi, comme il y a eu avec la mort de cette femme kurde il y a 3-4 ans. Donc, le régime est affaibli, mais le régime est en train de jouer sa survie et il va se reconfigurer. C'est pas impossible qu'on rentre dans un nouveau cas de figure avec une nouvelle constitution à un moment qui se mette en place avec plus de place pour une opposition et la mainmise des Pasdaran, des gardiens de la révolution, qui soit comment dire amoindrie au profit d'une ouverture comme ça. Ce serait en fait la chose la plus intelligente que le régime aurait à faire aujourd'hui, s'il veut éviter une révolution sanglante avec qu'on sorte la guillotine, pour parler en termes franco-français. Mais on peut pas dire aujourd'hui qu'on va partir sur ce scénario-là. Il y a tellement de facteurs en fait dans l'échiquier du Moyen-Orient qui rentrent en jeu. La prochaine administration américaine, elle peut changer drastiquement son soutien à Netanyahou ou à un autre dirigeant israélien. Et pareil, des élections en Israël, le renversement de Benjamin Netanyahou, ça peut complètement changer la donne. Il va y avoir des élections en Turquie aussi prochainement. Et on a des élections dans 2 semaines en Irak. Toutes ces choses-là rentrent en compte
pour expliquer ce à quoi va ressembler en fait l'axe entre Téhéran et le Hezbollah demain. Voilà. Oui. Ouais. François, est-ce que vous croyez à l'éventualité de retour de la confrontation militaire entre les États-Unis et Israël vers l'Iran? J'y crois pas. Moi, j'ai entendu des bruits de bottes ici ou là, mais je me suis demandé si c'était pas l'Iran qui essayait de titiller Israël pour lui dire, bah, viens, espèce d'imbécile, tu vas encore t'en prendre, ton dôme de fer est un dôme de papier. Mais l'intimidation continue à travers les sanctions, à travers. C'est vrai. Mais j'attribue, pour moi, enfin, j'ai pas tous les renseignements qu'a Sylvain, mais pour moi, s'il y a un sentiment d'affaiblissement qui est existant de la part de l'Iran, je pense que le sentiment d'affaiblissement très caché également du côté d'Israël a été beaucoup plus fort que ce qui s'est passé. C'est quand même eux qui ont été très très proches de la catastrophe quand on voit, quand on arrive à savoir un peu ce qui s'est passé et tout ce qui a été détruit. Enfin, oui. Le port d'Haïfa a été détruit, la centrale, comment ça s'appelle, électrique a été détruite, les réserves de pétrole ou d'essence ont été détruits, le centre Weizsäll a été détruit. Il y a quand même eu, enfin, je pense que dans l'histoire d'Israël, ils n'ont jamais vécu ça, quoi. Ils n'ont jamais vécu ça. Donc moi, j'ai pas l'impression que ils en avaient envie, qu'ils en aient envie certainement. Et dans l'esprit Madoff de Netanyahou, c'est certainement une façon de recréer un autre conflit, mais je ne sens pas qu'ils en aient les capacités aujourd'hui. Ils n'ont pas trouvé la faille la faille stratégique pour les vaincre. Ouais. Il y a quoi, 15% des missiles qui ont été tirés, tout le reste est caché. Ils ont cassé 3 centrales, mais ils se sont bien gardés de casser la 4e, qui est celle, je pense, où ils ont tout le matériel fissile, parce que c'est avec les Russes. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais elle est faite, ils en ont cassé 3, mais pas la 4e. On oublie de dire ça. Donc, en fait, ils n'ont pas réduit le potentiel. Ils ont retardé le programme. Voilà. Donc, moi, je les sens pas, et je sens pas du tout non plus aujourd'hui où on est dans la phase de confrontation politique véritable entre Israël et les États-Unis. Je vois pas que Israël et les États-Unis, alors qu'ils ont comment dire, quelque chose véritablement, un conflit à régler, c'est qui c'est le patron à Gaza, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est moi, et qui c'est le patron en Cisjordanie, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est moi, c'est pas le moment où ils vont se mettre ensemble pour aller attaquer l'Iran. Moi, je l'ai pas senti après la guerre des 12 jours, je l'ai pas senti et je le sens toujours pas. Alors, j'ai entendu les bruits de bottes, j'ai entendu les analyses disant ça y est, ça va péter. Moi, j'ai pas pensé qu'on était dans une configuration parce que d'abord les Israéliens ne peuvent pas y aller tout seuls et je sens absolument pas les Américains aujourd'hui dans la phase politique où est Trump, où il faut qu'il montre au monde entier qu'il est faiseur de paix, même s'il n'a pas eu le prix Nobel. Enfin, il va pas se mettre une séquence aujourd'hui où il va aller taper sur l'Iran. Faire un nouveau Afghanistan. Je ne le sens pas, je ne le sens pas du tout. Non. L'autre guerre, Sylvain, l'autre guerre non déclarée, hein, c'est la guerre de domination d'une autorité entre les Américains et les Russes dans la région. Il y avait l'impression que Ahmed Shara, un instrument de CIA, un agent de CIA, un agent des Américains, un serviteur de l'agenda américaine. Mais on a vu aussi, il est ouvert. Hein. Il y avait des discussions les premiers jours avec les Russes sur la livraison en matière de nourriture, je pense, le blé, etc., sur des garanties concernant les bases militaires
russe. À quoi joue Ahmed Shara concernant cette relation délicate entre les Américains et les Russes? Mais encore une fois, du pragmatisme. Ahmed Shara, il a très bien compris dès la chute du régime que, en fait, pour ménager à la fois ses alliés turcs et américains et britanniques, il fallait pouvoir aussi jouer une carte rivale dans la région, et qui mieux que les Russes pour jouer cette carte-là, qui sont installés en Syrie depuis le tout début de la guerre froide. Et donc, voilà, il a très bien compris. En plus de ça, il y a, comme tu l'as mentionné, la question des livraisons. Livraison de blé, livraison de gaz, et beaucoup plus important encore, les coupures de billets syriennes, elles sont imprimées en Russie. Voilà. Et un des premiers gestes qu'a fait Moscou envers Ahmed Shara, c'est de débloquer une cargaison de billets qui devait partir avant la chute du régime et qui est resté bloqué en Russie. Voilà. Donc ça a été un geste qui a été évidemment très bien perçu par Ahmed Shara et le gouvernement de transition. Donc après ça, toute une série en fait de négociations sont mises en place jusqu'à la visite de Lavrov en Russie, la visite de délégation syrienne la visite de Lavrov en Syrie, pardon, et la visite de délégation syrienne en Russie. Et c'est la politique de ménager la chèvre et le chou pour le régime syrien. Mais il y a des autres observateurs qui évoquent un accord préalable avant l'arrivée de Shara entre les Américains et les Russes. On laisse tomber Assad. C'est pour cela que plusieurs personnes évoquent la possibilité de trahison. Assad a été lâché par les Russes en contrepartie de quelques aménagements concernant la guerre en Ukraine. Là, on est dans les pures supputations. Alors, il faut un peu à cet épisode. Quand le régime tombe, on est en pleine transition de gouvernement à Washington, puisque Trump vient d'être élu, mais il n'est pas encore à la Maison-Blanche. Donc, ça voudrait dire qu'il y aurait eu un accord entre les Russes et Biden, et qu'ensuite, Trump en aurait bénéficié. Moi, j'ai du mal à voir Biden avec sa politique très anti-russe. Aux États-Unis, tu sais mieux que moi, il y a la continuation au niveau des intérêts stratégiques. Et surtout des intérêts stratégiques gérés d'une façon permanente, quotidienne par des services de renseignement. Je suis pas d'accord parce que Trump, il s'est radicalement dissocié en fait de la politique de Biden en arrivant à la Maison-Blanche, surtout par rapport à la Russie. Donc tout ce que Biden avait fait, c'est-à-dire jouer la carte de Zelensky en Ukraine, il a balayé ça d'un revers de manche. Après, il a tergiversé parce qu'il a compris en fait l'intérêt qu'il y avait un peu à mettre la pression sur Moscou, en de temps en temps donnant un peu de missiles, donnant un peu d'armes aux Ukrainiens, et de temps en temps en revenant à la table avec Poutine, parce que Trump, c'est une des seules personnes qui les respecte, c'est Poutine. Voilà, c'est la seule personne avec qui il se sent à l'aise de parler d'égal à égal. Est-ce que tu crois que Trump va tenir ses promesses concernant le départ des troupes américaines du territoire syrien, de la Syrie? Je peux pas te répondre à cette question-là parce que on l'a vu en 2019. Hein, je reviens encore, il a dit on sort. Une semaine après, il change d'avis et il dit on reste parce qu'il y a du pétrole. Voilà, c'est Trump. Hein, on a beau être un expert, Trump, il y a le facteur imprévisibilité qui rentre en jeu, comme ça n'est jamais rentré en jeu avec un politicien, si on peut appeler ça un politicien. François, il y a un acteur qui m'a interpellé. Ahmed Shara, il avait des relations de coopération militaire avec les Ukrainiens. On a vu aussi la diplomatie ukrainienne a été présente pour faire pression sur Ahmed Shara, soi-disant. Ils ont demandé l'éviction des Russes et ils ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération militaire. On a souvent
entendu l'implication des troupes ukrainiennes, surtout ce soutien logistique à travers les drones, etc. Les Ukrainiens, beaucoup de questions. Quelle est la relation entre l'Ukraine et la Syrie? Écoute, je vais aller plus loin que toi. Je pense que s'il y C'est avait la même stratégie qu'en Mali, s'il où y il y a avait, les Russes, non, je pense que s'il y avait les Martiens qui débarquaient en Syrie, Ahmed Chara se précipiterait pour passer un accord avec eux. Je crois qu'il cherche surtout et il raconte, il fait des sourires et des mamours à tout le monde en se disant foutez-moi la paix, laissez-moi prendre le dessus, laissez-moi construire mon État. Il cherche essentiellement à gagner du temps et pour ça, il faut qu'il évite les conflits tout en étant extrêmement ferme lorsqu'il y a un conflit qui se développe contre lui pour casser les résistances. Mais pour moi, c'est vraiment très clairement une politique de, si tu veux, de reconstruction politique, sociale, demain militaire. Il est très faible militairement, donc il est obligé d'être très prudent. Donc, je te dis, les Ukrainiens l'appellent, ils disent oui, venez. Les Russes l'appellent, ils disent oui, oui, venez. Macron l'appelle, il dit oui, venez. Macron peut lui apporter, mais il a quand même rencontré. Et si les Martiens étaient là, il lui dirait, il leur dirait oui, oui, venez. Je pense que c'est vraiment ça son truc. C'est de la diplomatie et de l'opportunisme à la puissance 1000. Voilà, c'est ça. Non, et puis aussi, pour revenir à la question que tu posais tout à l'heure, récemment, il y a eu des affrontements entre les forces du gouvernement de transition syrien, donc ce qui était autrefois Hayat Tahrir al-Sham, avec des djihadistes étrangers qui étaient leurs alliés jusqu'à très récemment. Fraction de Daesh. Alors, il y avait certains éléments de ces groupes-là qui étaient de Daesh, il y avait qui étaient de Jabhat al-Nusra, il y avait qui étaient de d'autres Fayla Peshan, d'autres factions. Donc ces djihadistes, ces anciens djihadistes qui viennent de partout dans le monde, du monde arabe, d'Europe aussi, beaucoup de Français dans cette zone qui s'appelle Harim, près de la frontière turque dans la province d'Idlib, ont été... Même la France, il a mené des frappes. Mais en fait, ce qui est évident, c'est que cette opération-là, elle sert les intérêts du Quai d'Orsay. C'est qu'ils ont intérêt en fait à neutraliser cette poche-là de djihadistes que le gouvernement syrien n'arrive pas bien à contrôler. Ils avaient envie de les neutraliser. Et c'est ce qui s'est passé. Et à mon avis, tout ça s'est fait en concertation entre le Quai d'Orsay et Damas. Et c'est un petit service que Ahmed Chara rend aux Français. Qu'est-ce que les Français vont donner en échange? J'imagine, ils ont beaucoup de choses à leur offrir. Voilà, donc c'est encore une fois du pragmatisme. Et ça, pour moi aussi, ça contredit complètement la théorie de, soi-disant, des mouvements djihadistes qu'on est en train de mobiliser contre le Hezbollah. C'est pas du tout. S'il avait voulu, il aurait pris ces gars-là, il aurait dit, OK, vous voulez rester, vous voulez avoir une place dans mon gouvernement, vous allez au Liban et vous tapez sur le Hezbollah. Ben non. Lui, ce qu'il veut, c'est stabiliser ses institutions, stabiliser son territoire. Et ensuite, on pourra parler vraiment politique dans le fond. Je crois aussi. Je suis absolument d'accord avec ça. C'est ce que je vois dessiner. C'est ce que je vois dessiner. Oui. Et d'après toi, François, quelle sera la stratégie de Ahmed Chara pour arrêter ce grignotage territorial israélien? Ben, je dirais que pour l'instant, il est obligé de vivre avec, comme il vit avec tout le reste. Mais je pense qu'il observe avec un grand intérêt l'affaiblissement du régime de Netanyahou. Et il faut en parler aussi un peu de ça, parce que ça a aussi des conséquences sur la Syrie. Moi, ce que je vois aujourd'hui, si je résume un peu ce qui se passe en ce moment à Gaza, je vois surtout une prise de pouvoir. Je vais dire quelque chose qui va étonner les gens, mais je vois une prise
politique exceptionnelle du Hamas en ce moment, qui dit on va pas désarmer, on rendra les armes au gouvernement légal lorsqu'il y aura eu des élections. Enfin, tu te souviens que dès que les choses ont commencé un peu à bouger, je t'ai dit, ben, ils vont demander des élections, ben, c'est ce qu'ils font. Et quand tu as un gouvernement comme les États-Unis où tu peux pas dire, ah ben non, nous on veut pas qu'il y ait des élections, mais on préfère qu'il y ait pendant des années un régime de transition qui soit sous la coupe comment il s'appelle, de Tony Blair, etc. Donc, on voit en même temps tous les appétits arabes qui voudraient bien avoir un bout de la reconstruction de toute l'enclave, mais en même temps, et on voit derrière, encore une fois, les Turcs qui arrivent, on voit Trump qui interdit à Netanyahou de continuer la politique qu'il veut faire en Cisjordanie. On pourrait détailler un peu tout ça, mais les signes d'un état de faiblesse grandissant de Netanyahou sont extrêmement marqués. Alors, moi, là aussi, je me mets dans la tête de Ahmed Chara, je lui dis, mais c'est pas maintenant que je vais aller lui chercher les poux dans la tête. Enfin, je vais attendre qu'il tombe tout seul et on discutera avec le régime suivant qui sera bien affaibli, qui cherchera à faire le contraire que ce qu'a fait Netanyahou, c'est-à-dire à essayer de tranquilliser un peu les rapports avec mes voisins plutôt que de les porter à ignition systématique. Donc, il doit se dire, bon, ils ont gagné quelques kilomètres. Oui. Pour l'instant, attendons de voir, quoi. Voilà. Et ça va être. Je crois que c'est ça. Hein. C'est aussi en donnant des gages à Washington qui vont, à mon avis, avoir plus de poids dans leurs négociations. Évidemment. Donc, ils vont. La question kurde qui se joue aujourd'hui en Syrie va avoir une incidence aussi, à mon avis, sur la question du Golan et la question des relations israélo-syriennes de demain, quoi. Voilà. Et l'impact de Gaza, Sylvain, l'impact de la guerre de Gaza sur la région, sur la Syrie, sur l'Iran, sur l'Irak, comment tu vois la situation? Ce qu'on voit, c'est que depuis des décennies, il y a un divorce flagrant entre l'opinion publique et les dirigeants des pays arabes. Les dirigeants des pays arabes ont fini en fait par lâcher la cause palestinienne parce que elle est encombrante et ils ont fini un par un à jouer le jeu des États-Unis. Les premiers à le faire, ça a été les pays du Golfe. Et le jeu d'Israël également, bien sûr, en investissant dans les boîtes israéliennes et dans Palantir, etc., bien sûr. Qui eux-mêmes investissent dans Neom. Enfin, il y avait un excellent article qui montrait les liens économiques qu'il y avait entre tous ces pays-là et Israël, c'est-à-dire d'un côté, ils ont une position relativement neutre, mais par derrière, ils sont partie prenante du régime colonial. Et ils se font infiltrer par les services secrets israéliens en ouvrant la porte. Donc, quand ils se sont pris aussi les bombes sur le Qatar, ils l'avaient quand même un peu cherché, bien sûr, à mon avis. Bien sûr. Par leur double jeu, en fait. Hein. Voilà. Mais après ça s'est retourné contre Netanyahou parce qu'il a été humilié par Trump derrière, a appelé l'émir pour demander pardon. Et ça a précipité d'ailleurs le cessez-le-feu actuel à Gaza. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Je pense que Trump a fait une énorme erreur parce qu'il a fait. Moi, je les ai beaucoup pratiqués, les Saoudiens, que tu dois connaître aussi très bien. C'est très féodal, comme ils sont très féodaux dans leur approche. Hein. Si tu es mon suzerain, tu me protèges. Si je suis ton vassal, donc, je suis fidèle. Voilà, je suis fidèle. Donc, si le suzerain trahit son vassal, ça passe plus. Et ça, je pense qu'ils lui ont dit, c'est fini. Si on part comme ça, c'est terminé. Enfin, le fait que
les Chinois soient pointés le lendemain de l'attaque pour dire donnez-nous une base chinoise à côté de la base américaine, et le fait que Ben Salman ait renoué son accord militaire atomique avec le Pakistan, je pense que ça a été un signal. À mon avis, ça a été Trump s'est dit bon il faut que je choisisse, il faut que je sorte de l'ambiguïté. C'est clair. Il faut que je choisisse mon camp et c'est là qu'il a commencé véritablement à mettre la pression sur Netanyahou à partir de ce moment-là. Avec Sharm el-Sheikh, moi j'étais vraiment étonné qu'il se mouille à ce point-là pour Sharm el-Sheikh, alors que Sharm el-Sheikh c'est rien, c'est un cessez-le-feu où derrière on savait même pas ce qu'il y aurait. Bien sûr. Et donc je veux dire, il écrit Peace 2025, alors que derrière ça, la phase 2, personne s'était engagé sur quoi que ce soit sur la phase 2. Donc, c'était quand même très dangereux pour lui et il l'a fait, je pense, pour montrer à Netanyahou que là, il s'est mouillé et qu'il ira jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Sylvain, en plein interview, on vient d'apprendre que Benjamin Netanyahou vient d'ordonner les frappes de prendre les frappes. Est-ce que vous pensez que le cessez-le-feu va résister avec cette tendance agressive de façon continue de Trump? En fait, le cessez-le-feu, il n'a jamais tenu. Je veux dire, des frappes ciblées, il y en a eu tout au long de soi-disant accords très, très ciblés. Ici, ils ont fait un cessez-le-feu entre les tirs. C'est-à-dire entre deux tirs, on cesse le feu. Voilà. C'est la méthode israélienne pour faire un cessez-le-feu. Je tire. 1 heure après, je retire, mais entre les deux, j'ai eu quand même j'ai tenu 1 heure de cessez-le-feu. Non, il y a jamais vraiment. Est-ce qu'il y aura des autres objectifs à réaliser? Presque Gaza anéantie, 200 000, d'après la confirmation, 200 000 enfants, femmes, etc. ont été assassinés, d'après la confirmation de l'ancien chef de l'armée. Je t'ai dit, il y a eu 400 000 morts, je te l'ai dit. Est-ce qu'il y aura des autres objectifs? Mais il n'y a pas d'objectif aujourd'hui. Je pense qu'on est dans une confrontation. Enfin, je vais laisser Sylvain dire ce qu'il pense, mais moi, je pense qu'on est aujourd'hui au cœur de la confrontation entre Netanyahou et Trump. C'est qui est le patron. Donc, c'est pas en retapant en refrappant comme il fait, qu'il va changer le cours de la guerre après 2 ans de guerre. Donc, c'est juste pour dire, tu m'as dit que tu voulais cesser le feu, moi, je te montre que c'est moi le patron, je tire quand je veux. Alors, lequel c'est des deux qui va caler, quoi. On est dedans, là. Mais Trump a été un partenaire de cette guerre, ça veut dire l'administration américaine. Oui, mais tu sais que Trump, comment il est, Trump, c'est un surfeur. Quand la vague part à gauche, il part à gauche. Quand la vague part à droite, il part à droite. Il épouse, en fait, depuis le début, tu vois comment il fait, partout où il fait, il épouse le mouvement de ce qui se passe pour pouvoir dire, parce que son problème, c'est de convaincre ses propres soutiens de façon à leur dire, vous voyez, il n'y a pas moyen de faire autrement que de faire comme ça. Il navigue à vue. Voilà, il est complètement à vue, partout, dans tout ce qu'il fait. Et en plus, il faut retenir, toutes ces guerres depuis 2 ans, c'est quand même en grande partie, elles se perpétuent parce qu'on a un homme au pouvoir à Tel Aviv qui est menacé par des procès pour corruption et qui fait tout ce qu'il peut, qui se démène pour les déjouer, pour empêcher les juges de venir le chercher. Voilà. On aurait pu avoir un accord sur les otages. Est-ce que c'est pas l'échec de l'État d'Israël? Parce qu'on arrive à ce stade de personnalisation de l'action de l'État, de mise en danger de l'image. Mais bien sûr, mais l'état de droit en Israël, c'est quelque chose de très ambigu de base, au sens où c'est un État qui est basé sur l'apartheid. En revanche, au sein des institutions israéliennes, il y a des principes, des fondamentaux, la Cour suprême, etc., qui sont là pour servir de garde-fou. Mais Netanyahou, justement, est en train de tout faire, en fait, pour saper ces fondamentaux-là,
des institutions israéliennes qui permettent à un semblant de démocratie de se perpétuer au service d'un projet sioniste. Voilà. Donc, on peut critiquer la finalité, mais les institutions, elles sont quand même bien rodées pour prévenir les cas de corruption, pour assurer un semblant de transparence dans les institutions israéliennes. Aujourd'hui, Netanyahou, il s'est érigé contre ce système-là et il essaye de démanteler justement l'indépendance de la Cour suprême et toute une série en fait de principes qui forment les institutions démocratiques, aussi limitées qu'elles soient en Israël. Oui. Et quel sera l'avenir pour Gaza, François Martin? Moi, je pense que Trump va tenir à son cessez-le-feu. Je pense que, enfin, on va voir, hein, parce qu'il nous a habitués à changer d'avis. Encore une fois, après Anchorage, moi, je me disais que la guerre était finie. Et une semaine après, il donnait 100 milliards à, surtout comme on évoque aussi, à Zelensky. Donc, bon. On évoque aussi l'ingérence de lobby sioniste dans la politique étrangère américaine. C'est clair, non mais ça c'est clair. Et puis, il y a tous les intérêts de Jared Kushner, des Saoudiens, enfin, il y a tous les, je dirais que autour du monceau de cadavres, sur les arbres, tu as tous les charognards, là, les vautours qui sont là avec la goutte qui coule du bec, là, comme dans les salles du Lucky et qui attendent de venir pour se servir et d'avoir des bons contrats payés par l'Arabie Saoudite et les autres pour reconstruire. Donc, ils sont tous là. Mais moi, je sens, je trouve que ce qui m'a frappé, je te l'ai déjà dit, c'est, alors qu'on disait le Hamas est fini, le Hamas est fini, quand il y a eu la trêve, d'abord qu'ils aient accepté la trêve, alors que je pensais qu'ils l'accepteraient jamais parce que elle était totalement léonine, cet accord était totalement léonin, on ne parlait même pas des Palestiniens dans cette affaire, et que le jour en question, moi ça m'a beaucoup frappé, ils ont repris le contrôle des rues, des carrefours, ils ont nommé les gouverneurs, c'était fait en 24 heures. Et moi, ce que j'ai entendu dire par des reportages que j'ai pu lire, c'est que la population est très contente de ça. Et le Hezbollah, contrairement à la propagande, en fait, est très populaire aujourd'hui. Parce que tout le monde se rend compte que s'ils n'étaient pas là, ça serait livré aux gangs. Ça serait complètement livré aux gangs. Le Hamas, oui, j'ai dit le Hamas, oui, bien sûr. Donc, moi, je trouve, écoute, je suis frappé de voir la force de caractère d'El Hayek quand je le vois, alors que c'est son dernier fils qui a été assassiné au Qatar il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines. Et ce gars-là est à la tête du mouvement d'indépendance, je dirais. Et il est dans chaque négociation, il est là. Tu le vois arriver, c'est lui qui marche en premier. Enfin, on voit que c'est lui le leader aujourd'hui, c'est clair. Donc, oui, je pense qu'ils sentent qu'il y a quelque chose. Et quand ils ont pris l'accord, ils ont pris tout de suite l'accord. Moi, je me disais, mais ils prennent un risque énorme parce qu'ils jouent complètement sur le fait que si les tirs reprennent véritablement, Israël va prendre un coup définitif par rapport à son image, un coup de plus. Donc, ils ont piégé Trump et ils ont piégé Netanyahou en acceptant. Donc, les autres se sont retrouvés pris au piège. Et à ce moment-là, Trump s'est dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. En plus, il faut que je me rabiboche avec les autres, sinon j'aurais pas mon avion. J'aurais pas mon avion. Donc, il s'est dit, allez, on y va. Sharm el-Sheikh, là. Et les autres claquent. Nous, on est là. Alors, vous allez donner des armes, sinon malgré ce discours, malgré le discours prononcé au CNIST, plusieurs observateurs ont nous, on ne donnera pas les armes. D'abord, les Palestiniens, c'est nous. Donc, ils ont profité du vide de la partie 2 pour dire, ben, nous, on occupe cet espace politique parce que
Les Palestiniens, c'est nous. Voilà. Et ça, je trouve que c'est bien vu. Et ils l'ont affirmé d'une façon qui est à la fois pacifique. Enfin, ils sont quand même rentrés dans la zone jaune, là, dans la zone qui est contrôlée soi-disant par les Israéliens. Le Hezbollah est rentré là-dedans. Ils ont laissé tuer une centaine de personnes. Je t'avais dit, si ça continue, ils vont réagir. Ils ont réagi, ils ont tué un soldat israélien et ils ont fait sauter un char pour leur dire, les gars, vous voulez pas que ça reprenne, tenez-vous tranquille et jouez le jeu. Les seuls qui arrivent, à mon avis, à maîtriser un peu la situation aujourd'hui, c'est le Hamas. Hein, c'est les seuls. Si tu regardes au-delà de la propagande, moi, et Netanyahou, alors un jour il bombarde pas. Trump qui dit on va rendre les armes, et en même temps il dit dans l'avion, on est content en gros qu'il ait des armes parce que, sous-entendu, s'ils n'avaient pas ça, ça serait une pagaille noire parce que Israël a armé, Israël qui dit nous on fait le cessez-le-feu, mais en même temps on arme tous les gangs possibles imaginables à qui on livre des armes, des camions, des camionnettes et du chocolat et des Smarties et des chips et des bouteilles d'alcool, j'imagine, pour se faire la fête le soir. Enfin, je veux dire, ça tient pas la route, cette politique-là. Il n'y a pas que Israël, il y a l'Émirat arabe. Comment? Il y a aussi des autres sponsors pour ces comptes. Mais bien sûr, évidemment. L'Émirat. Évidemment. Oui. Mais si tu veux, il y a eu, au moment de ce cessez-le-feu, un vide politique qui s'est fait. Et le Hamas a occupé le vide politique de la meilleure façon qu'il pouvait en disant, nous, on garantit l'ordre pour la population. Voilà. Oui. Et en plus, ils ont obtenu la rentrée oui. Maintenant, ils ont obtenu que ça soit l'UNRWA qui reprenne la livraison. Et je rappelle que dans le système Autrement, il y avait 4 points de livraison. Si c'est l'UNRWA qui reprend, il y en a 400. Donc, ça change tout. Et dernier point, et après je m'arrête, si tu veux, une fois que tu as retiré tes troupes, même si tu conserves la protection de Gaza, le contrôle de 50% de Gaza, ce qui est difficile, c'est de revenir après une retraite. Parce que si tu reviens, là aussi, le fait de ne pas rendre tous les otages et les corps des otages en même temps, ça leur fait gagner énormément de temps. Après, on va rebombarder. Mais attendez, ils sont sous les décombres, laissez-nous le temps. Et puis, ils vont feuilletonner, ça va durer un mois. Et Trump va dire, vous avez raison, il faut leur laisser du temps. Donc, pendant ce temps, ils reconstruisent leurs armes, ils reconstruisent les tunnels, etc., etc. Donc, après, je vois pas Israël revenir là-dedans et réattaquer la ville de Gaza City dans ces conditions. Enfin, je veux dire, j'imagine pas. Donc je sens pas mal les choses, oui, comme je t'avais déjà dit. Sylvain, l'évaluation de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et Hamas nous amène vers une autre situation. Cessez-le-feu concernant le Liban. Israël n'a pas respecté. Chaque jour, il opère en dessous du ciel libanais. Elle tue, elle vise, soi-disant, des sites militaires de Hezbollah et tout. Aujourd'hui, Hezbollah face à plusieurs menaces. Menaces de désarmement, menaces de division politique, populaire, ethnique au Liban, menaces aussi économiques et sociales. Comment tu vois la situation au Liban, la situation de Hezbollah? C'est une question complexe, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'aspects différents. Il y a un aspect purement militaire, de confrontation avec l'ennemi israélien, et ensuite il y a la question de la place du Hezbollah au sein des institutions politiques, mais pas que politique aussi, puisque le Hezbollah joue un rôle social très important au Liban, auprès principalement, mais pas que,
des populations chiites. C'est les chiites, ça représente quoi, 25% du Liban, de la population libanaise? Un peu plus. Je Non, pense non, on est, c'est 47%. voilà, on est plus Donc, autour de 35-40, voire plus. Voilà. Vouloir éradiquer le Hezbollah, c'est de la blague absolue. Quoi. Alors, Quand tu tous les représentes la chiites ne moitié sont du pas du territoire. Hezbollah, il y a le mouvement Hamal, Oui. et Proche aussi, de, oui. voilà, et C'est puis ça. tous les chiites ne sont pas obligés Voilà. de voter pour des Mais la mouvements majorité. politiques. Majorité, on peut dire la force prédominante aujourd'hui, incontestée, au sein des institutions politiques libanaises. Bien sûr. Voilà. Donc, tous ces acquis-là, le Hezbollah, en fait, on a pu penser qu'ils étaient menacés, que ce soit la place de Hezbollah au Parlement, son rôle social qu'il joue auprès des populations, qui sont d'ailleurs aux premières loges dès qu'il y a un conflit, puisque le Sud Liban et les populations chiites dans la Bekaa sont les premières ciblées. On l'a vu à la dernière guerre. Et le sud de Damas, et le sud de Beyrouth aussi. Je Et crois, la là, banlieue oui. sud, évidemment. C'est là que sont les chiites, non, surtout. Oui, Ouais. principalement, bien sûr. Donc c'est toute en fait la structure politico-sociale et militaire du Hezbollah en fait qui est qu'on pourrait penser menacée aujourd'hui. Moi, je pense pas qu'elle soit menacée en profondeur de manière existentielle. Non. Le Hezbollah a la capacité, tout comme le Hamas d'ailleurs, à prendre des coups, à se mettre en position de guérilla en dormance et de rebondir une fois que la guerre est terminée, quoi. Oui. Donc c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Après, la vraie question, c'est est-ce que les États-Unis et Israël vont se contenter de cela, c'est-à-dire d'avoir affaibli certaines mesures le Hezbollah comme ils l'ont fait à la guerre l'an dernier, ou est-ce qu'ils vont remettre une couche? J'ai personnellement parlé avec des gens, c'était hier, je crois, oui, avec quelqu'un qui est proche de certains renseignements et qui m'a dit de faire très attention parce qu'il sait que je me rends au Liban la semaine prochaine. Voilà. Donc, je peux pas vous dire que une guerre s'amorce. En revanche, je pense que l'option militaire est sur la table. Voilà. Ah oui. Ça, c'est clair. Pas de problème. Voilà. Est-ce qu'elle va se concrétiser? Je suis incapable et je pense que même ces gens-là qui sont beaucoup mieux renseignés que moi ne sont pas en mesure de le dire. De la part de qui alors? De la part d'Israël? Oui, bien sûr. Là, ce serait Israël qui rentre dans un cycle. Et à chaque fois qu'il donne quelque chose de côté, d'après toi, les il a besoin Iraniens, de taper de l'autre. les Iraniens, après la perte de notoriété, d'existence en Syrie, vont permettre aussi ce déclin de notoriété, de présence au Liban à travers le désarmement. Alors, moi, je suis étonné du fait qu'à un certain moment, l'Iran était très en retrait et laissait agir ses proxys. D'un côté, le Hezbollah qui tirait sur le nord d'Israël, et le Hezbollah a beaucoup contribué, je dirais, à la désorganisation du Nord et un coût important de la guerre, puisque les 250 000 colons ou plus, ils étaient dans les hôtels à Tel Aviv et ici ou là aux frais du gouvernement, et d'autre part avec le Yémen. Donc il s'est beaucoup servi d'eux. Et depuis la guerre, tu vois que le Yémen est relativement en sommeil, que le Hezbollah est relativement en sommeil, et que c'est l'Iran. J'ai l'impression qu'en fait, les 12 jours de guerre ont scellé l'état de la véritable confrontation entre l'Iran et Israël. Et je pense que c'est l'Iran qui en est sorti, à mon avis, largement vainqueur. Donc, l'Iran n'a plus tellement besoin aujourd'hui de ses proxys, je pense. Je pense pas qu'il a besoin de faire du harcèlement comme il l'a fait jusqu'à présent. Enfin, je trouve que l'Iran a un peu changé de tactique dans ce sens-là. J'ai l'impression que ça me donne, moi. Et ils attendent, voilà. Si Trump fait leur boulot, ils n'auront pas besoin de rajouter. Hein, quoi? J'aimerais bien terminer notre rencontre avec
votre point de vue concernant aussi l'action diplomatique européenne au Moyen-Orient. Silva Mercadi, lorsque je vois par exemple la personne de Thomas Barak, l'envoyé spécial de Trump pour la région, hein, comment il se permet à réagir, à planifier, à donner des avis, à intervenir dans la politique interne au Liban, en Syrie et tout. Je constate aussi l'absence du rôle classique des Européens au Moyen-Orient. Est-ce que nous sommes devant le déclin aussi de la diplomatie européenne au Moyen-Orient? Je pense pas qu'on y est. On n'est pas au déclin. Le déclin, en fait, il est amorcé depuis des décennies. Le dernier, comme on aime le rappeler, le dernier grand politicien, président français qui avait une politique indépendante par rapport à Washington, c'était Jacques Chirac. Depuis Jacques Chirac, on n'a eu que des vassaux de l'Amérique. Et la France, évidemment, n'est pas la seule Union européenne, mais l'Allemagne et la Grande-Bretagne, le trio des grandes puissances européennes, ont toujours été atlantistes depuis au moins depuis depuis le 11 septembre. Ça on s'est complètement aligné. Donc imaginez aujourd'hui que l'Europe puisse jouer un rôle indépendant de conciliation, ou qui puisse faire un peu une troisième voie au Moyen-Orient entre d'un côté la Russie, la Chine, les États-Unis et Israël de l'autre. Pour moi, c'est à l'heure actuelle, c'est complètement inimaginable. Voilà, on est des vassaux d'une puissance américaine, états-unienne qui veut imposer son agenda, qui passe d'un conflit à l'autre ultra violent pour dégager des dictateurs qui s'opposent à leur vision du monde, et pour garder la main mise sur les puissances en hydrocarbures de la région. Voilà, tant qu'on voudra pas admettre que c'est le moteur de la guerre, qu'on n'est pas là pour stabiliser la démocratie et tout ça, on pourra pas avoir une politique cohérente dans la région. On dit liberté, la paix, et ensuite on vend des armes aux entités et aux régimes les plus violents qui déstabilisent à outrance la région. Donc c'est une hypocrisie sans nom. François, attends, juste une seconde. Comment ils sont comportés par rapport à l'Iran après la guerre d'Iran? Enfin, je veux dire, on punit la victime. On punit ceux qui on écrase. Voilà. Voilà. Pardon, excuse-moi, Dadji. Oui, ça, c'est bien. On a puni la victime. C'est bien, hein, parce qu'on commence à se fatiguer. Hein, on fait l'interview tard un peu. François, le Moyen-Orient, c'est l'autre terrain qui confirme le déclin de la diplomatie française. Bien sûr. Après l'Afrique, voilà le Moyen-Orient. La France a perdu toute crédibilité grâce à l'action, à la conception d'opérations diplomatiques de Emmanuel Macron. Comment est-ce que tu es pour ou non? Globalement, bien sûr, et comme disait Sylvain, ça date pas d'aujourd'hui. Mais il y a eu quand même un petit éclair au milieu de ça, parce que je pense que ce qu'on disait de Macron, comme quoi sa démarche par rapport à la reconnaissance de l'État palestinien n'avait aucun sens, n'avait aucun intérêt, etc. Quand on voit la façon dont Netanyahou l'a accusé, l'a critiqué, etc., et les pays qui ont été entraînés derrière, je pense que ça a quand même joué dans la politique globale d'isolement. Ah, d'accord. Et moi, je suis. Mais par rapport au Liban, par exemple, on a vu aujourd'hui, au Liban, et la population évoque les mensonges de Macron. Beaucoup de promesses, il va aider, etc. L'Iran,
l'Iran, plusieurs observateurs confirment que Macron a été au service de la propagande israélienne et américaine. Oui, on est Il ne faut jamais oublier la provocation l'invention de droits de défense. Droits de défense. Israël qui n'a pas été agressé, il a donné à Israël, soi-disant, c'est le droit de défense préventif. C'est une invention de doctrine au niveau du droit international. Non, mais je suis d'accord. Mais malgré tout, si tu veux, j'avais écouté un intellectuel palestinien qui disait, et je pense que ça m'a fait comprendre l'essence de leur politique, nous attendons notre moment sud-africain. C'est-à-dire, ils attendent véritablement la construction et de l'État paria israélien. Et à ce moment-là, Israël sera foutu. Si c'est ça. Parce que moi, je me souviens de l'Afrique du Sud à l'époque, puisque j'allais beaucoup en Afrique. Il n'y avait même pas le droit d'avoir des avions. Enfin, les avions, ils passaient par les îles du Cap-Vert avec des pavillons qui étaient sous forme d'avions charter, etc. Pour que, enfin, vraiment, ça a été construit et ça a fait beaucoup de mal à l'Afrique du Sud. Et c'est véritablement ce que les Palestiniens sont en train de construire avec, encore une fois, je trouve, beaucoup de force de caractère et beaucoup de talent. Eh ben, Macron y a quand même, d'une certaine façon, contribué. Si c'est l'objectif principal, Macron y a contribué malgré tout. Donc, si j'ai un satisfecit à lui donner pour quelque chose de bien qu'il a pu faire en politique étrangère, il n'y en a pas beaucoup. Ça a été fait au bon moment. Ça a eu certainement un impact. Dommage qu'on continue de vendre des armes à Israël en même temps. Voilà. Bah oui. Oui. Bah oui. Mot de fin en 2 minutes. Mot de fin, gardons l'espoir. Voilà. Bah, écoutez, moi, je repars sur le terrain, donc je pense que je vais pouvoir peut-être voir les choses un peu différemment. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, j'espère, à Abdeljelil et de faire des émissions. On va continuer notre bulletin hebdomadaire, etc., avec Sylvain. La région reste très instable. On avait l'impression que on avait une bascule qui s'était vraiment passée le 7 octobre, mais en fait, la bascule, elle met plusieurs années à se concrétiser, quoi. Donc, j'espère qu'on atteint à la fin des violences, mais derrière, il va y avoir des chamboulements en profondeur qu'on a encore du mal à imaginer, quoi, dans tous ces pays. François Martin. Quand je vois la force politique, la force de caractère du Hamas, c'est ça qui me donne confiance dans le fait que, si tu veux, le bloc faudra composer avec le bloc qu'ils ont autour d'eux. Ce qu'ils ont annoncé en disant, mais nous, ils ont tout de suite négocié avec, pourtant Dieu sait si Mahmoud Abbas, c'est vraiment les collaborateurs de la pire espèce, ils ont quand même annoncé un accord tout de suite pour une entité de reconstruction et ils ont proposé un homme qui a un profil de technocrate. Beaucoup plus qu'un technocrate, un spécialiste des questions humanitaires. Je sais plus, j'ai oublié son nom, mais tu dois le savoir. C'est très bien vu, ça, parce qu'ils vont mettre en face des Américains en disant, attendez, on n'a pas mis un politique, on a mis un humanitaire. Donc, on va faire de l'humanitaire, mais laissez-nous gérer. C'est nous, c'est notre pays, c'est nous, on est capable. Et finalement, ça va arranger tout le monde. Sauf les Israéliens. Sauf les Israéliens, évidemment, et qui vont être très emmerdés. Donc, ils poussent Trump dans la bonne direction petit à petit. Et ça, c'est bien vu. Donc, on va voir la suite. Merci beaucoup, François Martin, Sylvain Mercadi. Merci infiniment.
Mesdames, Messieurs, je vous invite à interagir avec les idées, les opinions de François et de Sylvain dans le cadre de respect de liberté d'opinion. C'est quelque chose qui me paraît difficile actuellement en France avec l'étiquetage gauche, droite, etc. Hein. Bien sûr. Nous, on tient à continuer à respecter la diversité d'opinion. Merci infiniment et à bientôt.